J'avais 15 ans quand mon père a signé les papiers qui faisaient de moi la propriété d'un homme de 52 ans. Pas une adoption. Pas un mariage arrangé. Une vente pure et simple, négociée dans le bureau enfumé d'un entrepôt du Queens, avec des liasses de billets échangés par-dessus une table en métal rouillé. Elle sait lire et écrire, avait dit mon père en me poussant vers l'avant. Elle est intelligente. Elle vous sera utile. Marcus Holloway m'avait examiné comme on inspecte du bétail. Ses yeux froids avaient parcouru mon corps maigre, mes vêtements de seconde main, mes mains tremblantes. Il avait hoché la tête. 20 000 $ avaient changé de main. Mon père était parti sans se retourner. C'était en 1998. Je m'appelais Camara Johnson. Dans 20 ans exactement, je rachèterais l'entreprise de construction que mon père avait vendue 5 ans après m'avoir abandonné. Mais ce jour-là, dans cet entrepôt glacial de février, je ne savais qu'une chose, j'étais seul. La première nuit, Marcus m'a enfermé dans une cave humide qui sentait le moisi et l'urine. Pas de lit. Une couverture miteuse jetée sur le sol en béton. Une ampoule nue pendait du plafond, projetant des ombres qui dansaient sur les murs couverts de taches. « Tu travailles pour moi maintenant », avait-il dit avant de claquer la porte. « Tu fais ce que je dis, quand je le dis. Tu essaies de t'enfuir. Je retrouve ton père et je lui fais payer chaque centime avec intérêt. » Compris ? J'avais hoché la tête, incapable de parler. Les premières semaines, j'ai cru mourir. Marcus dirigeait un réseau de sweatshops clandestins dispersés dans tout New York. Des dizaines de femmes, principalement des immigrés sans papier, cousaient des vêtements 18 heures par jour dans des conditions inhumaines. Mon travail consistait à tenir les registres, à compter les pièces produites, à noter les noms et les heures. « Tu es éduqué », m'avait-il dit avec un sourire sans joie. « Alors tu vas me rendre éduqué. Tu vas transformer ce bordel en vraie entreprise. » Il me payait 50 $ par semaine, déposés chaque vendredi dans une enveloppe brune. Je dormais toujours dans la cave, mais j'avais maintenant un matelas et une lampe de lecture. Marcus n'était pas stupide. Il savait qu'un investissement bien entretenu rapporte davantage. Les mois ont passé. J'ai appris le système. J'ai compris comment Marcus manipulait les livres de compte, comment il évitait les inspections, comment il exploitait la peur et le désespoir. J'ai observé. J'ai mémorisé. J'ai attendu. À 16 ans, j'ai commencé à voler. Pas de l'argent, trop risqué. Des informations. Des noms de contacts. Des numéros de compte. Des adresses de fournisseurs. Je notais tout dans un cahier que je cachais dans le double fond d'une vieille valise que Marcus m'avait donnée. « Tu deviens maligne, petite », m'avait dit Rosa, une Salvadorienne de 40 ans qui travaillait dans l'atelier principal. « Je vois comment tu regardes. Comment tu écoutes. Fais attention. Marcus est dangereux quand il se sent menacé. » Rosa avait raison. J'avais vu ce qui arrivait à ceux qui le défiaient. Un homme avait disparu après avoir réclamé son salaire. Une femme avait été défigurée pour avoir essayé de s'enfuir. Marcus gouvernait par la terreur, et la terreur était efficace. Mais j'avais quelque chose que les autres n'avaient pas. J'avais l'éducation. J'avais la haine. Et j'avais le temps. À 17 ans, Marcus m'a sorti de la cave. Il m'a installé dans un petit appartement au-dessus de l'atelier principal, un studio miteux avec une kitchenette et une salle de bain qui fonctionnait la moitié du temps. Un luxe comparé à ce que je connaissais. « Tu me rends des services », avait-il expliqué. « Tu mérites mieux. » Les « services » s'étaient multipliés. Je gérais maintenant 3 ateliers, coordonnais les livraisons, négociais avec les fournisseurs de tissus. Marcus m'avait même inscrite à des cours du soir dans un community college du Bronx. Comptabilité et gestion d'entreprise. « Tu vas m'aider à grandir », disait-il. « Et tu vas en profiter aussi. » C'était sa façon de me lier à lui. De me faire complice. Si l'Empire tombait, je tomberais avec lui. Mais Marcus ne comprenait pas quelque chose de fondamental. Chaque compétence qu'il me forçait à acquérir était une arme que je retournais contre lui. Chaque secret qu'il me révélait était une munition que j'entreposais pour le jour du jugement. Ce jour est arrivé 3 semaines avant mes 18 ans. J'étais dans le bureau de Marcus, classant des factures, quand j'ai entendu des voix. 2 hommes. Des accents italiens épais. Je reconnaissais l'un d'eux, Sal Bonetti, un associé qui contrôlait plusieurs immeubles où Marcus installait ses ateliers. « Tu me dois 100 000, Marcus. » « Je te paierai la semaine prochaine. » C'est ce que tu as dit le mois dernier. Les affaires sont difficiles en ce moment. Mes affaires sont simples. Tu me paies ou je brûle tout. Le silence qui a suivi était lourd de menaces non formulées. J'ai retenu ma respiration, immobile derrière la porte entr'ouverte. « Donne-moi 2 semaines », avait finalement dit Marcus.
Je vais liquider des stocks. Je te donnerai 120. 10 jours. Pas un de plus. Des pas. La porte qui claque. Puis le bruit du verre qui se brise, Marcus jetant quelque chose contre le mur. J'avais attendu 5 minutes avant d'entrer. Marcus était affalé dans son fauteuil, une bouteille de whisky à moitié vide devant lui. Combien tu as entendu? Tout. Il a ri, un son amer et cassé. Bien sûr. Tu entends toujours tout, pas vrai? Petite souris intelligente. Vous avez l'argent. Non. Qu'est-ce qui va se passer? Sal va tout brûler. Et si je suis chanceux, il me tuera rapidement. C'était le moment. Je l'ai senti dans mes os, dans le battement accéléré de mon cœur. J'ai une solution. Marcus a levé les yeux. Vraiment. Vous me vendez l'entreprise. Pour $1 symbolique. Vous transférez tous les actifs, toutes les dettes. Je deviens propriétaire. Et pourquoi je ferais ça? Parce que Sal ne peut pas saisir ce que vous ne possédez plus. Parce que je peux négocier avec lui d'une position différente. Parce que vous n'avez pas d'autre choix. Marcus m'a fixé longtemps. Calculant. Pesant les options. Tu as 17 ans. Plus pour longtemps. Si je fais ça, tu me gardes. Tu me pagues un salaire. Tu me laisses diriger. Non. Le mot était tombé comme une pierre dans l'eau. Non. Vous transférez tout. Vous partez. Vous disparaissez. Si vous restez, Sal vous trouvera et brûlera quand même tout pour faire un exemple. Mais si vous partez, je peux peut-être sauver quelque chose. Marcus a bu une longue gorgée. Tu me trahis. Après tout ce que j'ai fait pour toi. La rage a explosé en moi, blanche et brûlante. Tout ce que vous avez fait, vous m'avez acheté comme une esclave. Vous m'avez enfermé dans une cave. Vous m'avez forcé à travailler pour votre empire de merde construit sur la misère. Je ne vous trahis pas. Je prends ce qui devrait être à moi. Le silence entre nous était électrique. Puis Marcus a souri, un vrai sourire pour la première fois depuis que je le connaissais. Tu me rappelles moi quand j'étais jeune. A fame. Impitoyable. Il a sorti des papiers d'un tiroir. D'accord. Je signe. Mais tu me donnes $10 000. Cash. Pour commencer ailleurs. 5 000. 7. 6. C'est ma dernière offre. Marcus a tendu la main. Nous avons scellé le pacte. 3 jours plus tard, j'étais propriétaire d'une entreprise en faillite avec $100 000 de dettes et une douzaine d'employés terrifiés. Marcus avait disparu, probablement vers le sud ou l'ouest. Je ne l'ai jamais revu. Ma première action a été de rencontrer Sal Bonetti. Je l'ai appelé moi-même, fixé un rendez-vous dans un café de Little Italy. Il est arrivé avec 2 gorilles, s'attendant à de la confrontation. Au lieu de ça, il a trouvé une adolescente de 110 livres qui lui a servi un cappuccino et ouvert un dossier. Monsieur Bonetti, je suis Camara Johnson. Je possède maintenant les ateliers de Marcus Holloway. Voici ma proposition. J'ai poussé les documents vers lui. Je vous paie $50 000 immédiatement. Les 50 000 restants en 12 mensualités. En échange, vous réduisez les loyers de mes ateliers de 40% pendant 2 ans. Sal a froncé les sourcils. Pourquoi je ferais ça? Parce que si vous brûlez mes ateliers, vous ne récupérez rien et vous perdez des locataires payants. Parce que mes ateliers généreront plus de revenus avec des loyers réduits qu'avec vos tarifs actuels qui m'étranglent. Parce que je vais transformer cette opération minable dans quelque chose de légitime, ce qui signifie moins de problèmes avec la police et plus de stabilité pour vous. J'ai sorti une calculatrice. Regardez les chiffres. Sur 5 ans, vous gagnez plus avec mon plan qu'en brûlant tout et en recommençant à zéro. Sal a étudié les documents pendant 15 minutes. Puis il a ri. Tu as des couilles, gamine. Quel âge tu as? 17. 18 dans 2 semaines. Marcus a merdé en te laissant partir. Il a signé. D'accord. On fait ça à ta façon. Mais tu rates un paiement, un seul, et je ne serai pas aussi gentil. Je ne raterai aucun paiement. Je ne l'ai pas fait. Les 6 premiers mois ont été l'enfer. Je travaillais 20 heures par jour, dormant sur un lit de camp dans mon bureau. J'ai licencié la moitié du personnel. Ceux qui volaient, ceux qui n'étaient pas fiables. J'ai augmenté les salaires des autres, installé de meilleures conditions de travail, négocié avec l'immigration pour régulariser les papiers. Pourquoi tu fais ça? M'avait demandé Rosa. Ça te coûte de l'argent. Des employées heureuses travaillent mieux. Des employés légaux ne fuient pas quand les inspecteurs arrivent. C'est un investissement. J'avais aussi changé le modèle commercial.
Au lieu de produire des vêtements bon marché pour des grossistes qui nous exploitaient, j'ai commencé à approcher directement des petites boutiques et des designers indépendants. Production limitée, qualité supérieure, marge plus élevée. Vous voulez du fast fashion, allez en Chine, disais-je aux acheteurs. Vous voulez du fait main par des artisanes new-yorkaises, du travail éthique et de la qualité, vous venez chez moi. Ça a marché. Lentement d'abord, puis de plus en plus vite. À 19 ans, j'avais remboursé Sal Bonetti. À 20 ans, je possédais 3 ateliers rentables et employais 40 personnes. À 21 ans, j'ai ouvert ma première boutique à Brooklyn. Je l'ai appelée Renaissance. Mais je n'avais pas oublié. Chaque dollar gagné, chaque succès, était une étape vers quelque chose de plus grand. Vers la vengeance. Vers la justice. Vers mon père. Retrouver mon père a pris 2 ans de recherche. Il avait changé de nom, déménagé 4 fois, essayé de disparaître. Mais on ne peut pas vraiment disparaître à l'ère numérique. Surtout quand quelqu'un avec des ressources et de la détermination vous cherche. Je l'ai retrouvé à Baltimore, travaillant comme contremaître dans une entreprise de construction. Johnson & Sons Construction. Ironnick. Il n'avait qu'un seul fils, mon demi-frère Tyrell, que je n'avais jamais rencontré, et l'entreprise appartenait en réalité à la famille Johnson. Aucun lien de parenté. J'ai observé de loin pendant 6 mois. J'ai étudié l'entreprise, ses finances, ses contrats, ses faiblesses. Johnson & Son était une opération de taille moyenne, spécialisée dans la rénovation de bâtiments commerciaux. Rentable mais mal gérée, avec des propriétaires vieillissants sans successeur clair. Une cible parfaite. À 23 ans, j'ai créé une société holding. J'ai utilisé tous mes profits, hypothéqué mes ateliers, convaincu des investisseurs. J'ai fait une offre d'achat pour Johnson & Son Construction. Les propriétaires ont accepté. Ils voulaient prendre leur retraite en Floride et jouer au golf. Je leur ai offert un bon prix et une transition en douceur. Le jour où j'ai pris possession de l'entreprise, j'ai convoqué tout le personnel pour une réunion. Mon père était au fond de la salle, ne me reconnaissant pas. Pourquoi le ferait-il? La petite fille maigre de 15 ans était devenue une femme d'affaires de 23 ans en tailleur Armani et talons Louboutin. Bonjour. Je suis Kamara Johnson, votre nouvelle PDG. J'ai quelques changements à annoncer. J'ai parcouru la liste. Nouveau protocole de sécurité. Augmentation des salaires. Formation continue. Programme de promotion interne. Une dernière chose. Je vais avoir besoin de parler individuellement avec chaque employé au cours des prochaines semaines. Pour apprendre à vous connaître, comprendre vos rôles, vos aspirations. Mon père avait levé timidement la main. Madame Johnson, est-ce que nos postes sont sûrs? C'était la première fois que j'entendais sa voix en 8 ans. Elle était plus faible que dans mes souvenirs, chargée d'anxiété. Ça dépend, avais-je répondu en le fixant droit dans les yeux. Ça dépend si vous faites bien votre travail. Si vous êtes loyal. Si vous méritez d'être ici. Je travaille dur, madame. Toujours. Nous verrons. J'ai attendu 3 mois avant de le convoquer dans mon bureau. 3 mois pendant lesquels j'ai scruté son dossier, observé ses performances, construit mon dossier. 3 mois pour le laisser s'inquiéter. Quand il est entré, il transpirait malgré la climatisation. « Asseyez-vous, monsieur. » J'ai fait semblant de consulter mes notes. « Monsieur Davis. » « C'est bien ça? Theodore Davis? » « Oui, madame. » « Intéressant. Parce que selon mes recherches, vous vous appeliez Theodore Johnson il y a 10 ans. Vous avez changé de nom en 2001. Pourquoi? La couleur a quitté son visage. Des problèmes personnels. Quel genre de problème? Ma femme, nous avons divorcé. C'était compliqué. Et vos enfants? Le silence. Vous aviez des enfants, monsieur Davis. Un fils. Il vit avec sa mère. Pas de fille. Non. Le mensonge flottait entre nous, épais et toxique. J'ai ouvert mon tiroir et sorti une enveloppe. À l'intérieur, une photo jaunie. Moi à 15 ans, maigre et terrifié, le jour où il m'avait vendu. Je l'ai posée sur le bureau entre nous. Regardez attentivement cette photo, monsieur Davis. Il l'a prise d'une main tremblante. J'ai vu le moment exact où il a compris. Ses yeux se sont écarquillés. Ses lèvres ont formé mon nom sans émettre de son. Kamara. Exactement. Kamara Johnson. Votre fille. Celle que vous avez vendue à Marcus Holloway pour 20 000 $ dans un entrepôt du Queens. Il a laissé tomber la photo comme si elle le brûlait. Je peux expliquer. Vous pouvez expliquer comment vous avez vendu votre propre enfant?
Comment vous m'avez abandonné à un homme qui m'a exploité pendant des années? Comment vous avez changé de nom et fait semblant que je n'existais pas? Les larmes coulaient sur ses joues. J'étais désespéré. J'avais des dettes. Ils allaient me tuer. Donc vous m'avez sacrifié pour sauver votre peau. Je pensais que Holloway te donnerait du travail, un toit. Je pensais. Vous ne pensiez qu'à vous. J'ai refermé l'enveloppe. Mais voici la bonne nouvelle, papa. Je ne vais pas vous licencier. L'espoir a illuminé son visage. Vraiment. Non. Je vais faire quelque chose de bien pire. Vous allez continuer à travailler ici. Avec le même salaire. Les mêmes heures. Mais maintenant, vous travaillez pour moi. Votre fille. Celle que vous avez trahie. Chaque jour, vous vous réveillerez en sachant que je possède votre gagne-pain. Que je contrôle votre avenir. Que vous dépendez de ma générosité. Camara, s'il te plaît. Ce n'est pas une négociation. C'est votre punition. Vous allez vivre avec ça. Et si vous démissionnez, si vous essayez de fuir, je m'assurerai que tous les employeurs de la région sachent exactement qui vous êtes et ce que vous avez fait. Je détruirai toute possibilité que vous avez de recommencer ailleurs. Il pleurait ouvertement maintenant. Je suis désolé. Mon Dieu, je suis tellement désolé. Vos excuses ne changent rien. Maintenant sortez de mon bureau. Et Monsieur Davis, faites du bon travail. Parce que je surveille. Toujours. Les années suivantes ont été une ascension fulgurante. J'ai transformé Johnson & Son en un empire de construction, acquérant des concurrents, remportant des contrats majeurs, me diversifiant dans l'immobilier et la promotion. À 30 ans, je dirigeais une entreprise valant 50 millions de dollars. Mon père travaillait toujours pour moi. Contremaître sur divers chantiers, gagnant un salaire décent mais rien d'extraordinaire. Je le voyais aux réunions trimestrielles, son visage marqué par la honte et le remords. Il ne parlait jamais directement, gardant toujours les yeux baissés en ma présence. Les autres employés ne connaissaient pas notre relation. Pour eux, j'étais simplement une PDG exigeante, mais juste qui avait construit quelque chose de remarquable à partir de rien. Rosa travaillait toujours avec moi, maintenant directrice des opérations pour ma division textile. Elle était la seule à connaître toute l'histoire. « Tu l'as gardée ici pendant 7 ans, m'avait-elle dit un jour. Quand est-ce que ça suffit? Quand est-ce que tu lui pardonnes? Jamais. La haine te consume, Mija. Je le vois. Cette haine m'a construite. Elle m'a rendue forte. Non. La survie t'a rendue forte. La haine te rend juste amère. Mais je n'étais pas prête à lâcher prise. Pas encore. Tout a changé le jour où Tyrell est apparu à mon bureau. Mon demi-frère. 28 ans, diplômé en architecture, cherchant du travail. Je sais que c'est bizarre, avait-il dit. Mon père travaille ici. Theodore Davis. Mais je ne demande pas de favoritisme. Je veux juste une chance de prouver ma valeur. Je l'ai étudié. Il ressemblait à notre père, mêmes yeux noisettes, même structure osseuse. Mais son regard était différent. Direct. Honnête. Parlez-moi de votre relation avec votre père. Compliqué. Il a quitté ma mère quand j'avais 8 ans. Il payait la pension alimentaire, mais on ne le voyait presque jamais. Puis il a disparu pendant quelques années. Il est revenu il y a environ 10 ans, essayant de reconstruire notre relation. Ça a pris du temps, mais on est en meilleurs termes maintenant. Il vous a déjà parlé de moi. Tyrell a froncé les sourcils. De vous? Non. Pourquoi? Parce que je suis votre demi-sœur. Camara Johnson. Notre père m'a vendu à un trafiquant quand j'avais 15 ans. Le choc sur son visage était authentique. Quoi? Non. Ce n'est pas possible. J'ai sorti les documents. L'acte de naissance. Les photos. Les papiers de transfert que Marcus avait signés. Tout. Tyrell a lu en silence, son visage passant de l'incrédulité à l'horreur puis à la rage. Ce fils de pute. Ce putain de fils de pute. Il s'est levé brusquement. Où est-il? Je vais le tuer. Asseyez-vous. Comment pouvez-vous être si calme? Il vous a vendu. Je sais. J'y pense chaque jour depuis 20 ans. Asseyez-vous. Tyrell s'est rassis, tremblant de colère. Est-ce qu'il sait que vous savez? Oui. Et vous l'avez gardé ici? Pourquoi? Pour qu'il souffre. Pour qu'il se souvienne chaque jour de ce qu'il a fait. Pour qu'il me voie réussir alors qu'il a essayé de me détruire. C'est de la torture. Oui. Tyrell m'a fixé longtemps. Vous savez ce qui est fou? Je comprends. Si quelqu'un m'avait fait ça, je ferais probablement pire. Mais il a hésité.
Ça vous rend heureuse, cette vengeance? La question m'a frappé comme une gifle. Personne ne m'avait jamais demandé ça. Non, ai-je admis après un long silence. Pas vraiment. Alors pourquoi continuer? Parce que c'est tout ce que j'ai. Cette rage, cette détermination. Si je lâche prise, qu'est-ce qui me reste? Vous-même. Votre succès. Une chance de construire quelque chose de nouveau. Il s'est penché en avant. Écoutez, je ne connais pas toute votre histoire. Je ne peux pas imaginer ce que vous avez traversé. Mais je sais que vous êtes incroyable. Vous avez construit tout ça à partir de rien. Est-ce que vous ne méritez pas de profiter de votre victoire au lieu de rester prisonnière du passé? J'ai voulu argumenter, mais les mots ne venaient pas. Parce qu'il avait raison. La vengeance m'avait motivé, mais elle m'avait aussi vidé. J'avais 30 ans, j'étais riche et puissante, mais j'étais seule. Pas d'amis proches. Pas de relations amoureuses. Juste le travail et la haine. Vous voulez vraiment travailler ici? Ai-je finalement demandé. Oui. Mais seulement si vous m'embauchez pour mes compétences, pas parce que je suis votre frère. Je n'embauche pas de famille. Principe. Alors considérez-moi comme un étranger qui a un père de merde en commun avec vous. Malgré moi, j'ai souri. D'accord. Vous commencez lundi. Salaire standard pour un architecte junior. Vous rapportez à Chen, notre directeur de conception. Vous ne recevez aucun traitement spécial. Merci. Il s'est levé pour partir, puis s'est retourné. Une dernière chose. Est-ce que je peux vous inviter à déjeuner un jour? Pas pour le travail. Juste pour apprendre à connaître ma sœur. Peut-être. Je prends ça pour un oui. Tyrell a tenu parole. Il travaillait dur, ne demandait rien, se comportait comme n'importe quel autre employé. Mais il insistait aussi pour déjeuner avec moi une fois par semaine. Au début, je refusais. Puis j'ai accepté par curiosité. Ces déjeuners sont devenus quelque chose que j'attendais. Tyrell me racontait sa vie, son enfance avec sa mère, ses études, ses rêves. Il me posait des questions sur moi, pas sur le trauma, mais sur la personne que j'étais devenue. Qu'est-ce que vous aimez faire quand vous ne travaillez pas? Je travaille toujours. Ce n'est pas une vie, Camara. C'est ma vie. Mais ces questions ont commencé à me hanter. Qu'est-ce que j'aimais? Qui étais-je en dehors de l'entreprise? Je ne savais pas. J'avais passé 15 ans à construire un empire, mais j'avais négligé de construire une vie. 6 mois après l'arrivée de Tyrell, notre père a fait une crise cardiaque sur un chantier. Massive. Il a survécu, mais il était fragile, affaibli. Les médecins lui ont donné 1 an, peut-être 2. Tyrell m'a appelé depuis l'hôpital. Il veut te voir. Non. Camara, il est mourant. Bien. S'il te plaît. Pas pour lui. Pour toi. Pour que tu puisses avoir une clôture. J'ai raccroché. Mais les mots de Tyrell résonnaient dans ma tête. Clôture. Pouvais-je vraiment tourner la page sans confrontation finale? 3 jours plus tard, je suis allé à l'hôpital. Mon père était méconnaissable. Maigre, pâle, branché à une douzaine de machines. Ses yeux se sont illuminés quand je suis entré, puis se sont remplis de larmes. Camara, tu es benju. Je suis resté près de la porte, bras croisés. Tyrell insiste. Je sais que tu me détestes. Tu as toutes les raisons. Mais je veux que tu saches. Il a toussé, grimaçant de douleur. Je veux que tu saches que vendre était la pire chose que j'ai jamais faite. Ça me hante chaque jour. Bien. Je ne demande pas ton pardon. Je ne le mérite pas. Mais je veux que tu saches que je suis fier de toi. De ce que tu es devenu. De ce que tu as accompli. Votre fierté ne signifie rien pour moi. Je sais. Il a fermé les yeux. Mais je devais le dire quand même. Le silence entre nous était lourd. J'ai regardé cet homme brisé qui m'avait créé, trahi, détruite. Et j'ai réalisé quelque chose. Il n'était pas un monstre. Il était juste un homme faible qui avait fait un choix horrible par lâcheté et désespoir. Ça ne l'excusait pas. Mais ça le rendait humain. Est-ce que vous avez utilisé cet argent pour rembourser vos dettes? Il a ouvert les yeux, surpris par la question. Oui. Et ensuite? J'ai essayé de te retrouver. Pendant des années. Mais Holloway avait disparu. Tu avais disparu. J'ai abandonné. Je me suis dit que tu étais probablement morte. Que c'était ma faute. Vous auriez dû chercher plus fort. Tu as raison. J'aurais dû. Mais j'étais un lâche. Je le suis toujours. J'ai marché vers le lit. Vous savez ce que j'ai fait pendant toutes ces années? J'ai survécu. J'ai appris. J.I. Grandi.
J'ai transformé votre trahison en force. Vous avez essayé de me détruire, mais vous m'avez juste rendue plus forte. Je sais. Je l'ai vu. Donc voici ce qui va se passer. Vous allez vivre aussi longtemps que votre corps le permettra. Vous allez réparer votre relation avec Tyrell. Vous allez essayer d'être un meilleur homme dans le temps qui vous reste. Et moi, je vais continuer à vivre ma vie. Sans vous. Sans cette haine qui m'a consumé pendant 15 ans. Tu me pardonnes? Non. Jamais. Mais je ne vais plus laisser ce que vous avez fait définir qui je suis. J'ai marché vers la porte. Camara. Je me suis arrêté sans me retourner. Merci d'être venu. Je suis parti sans répondre. Mon père est mort 6 semaines plus tard. Tyrell a organisé un petit service funéraire. Je n'y suis pas allé. Mais j'ai envoyé des fleurs. Un geste simple qui ne signifiait ni pardon ni réconciliation. Juste reconnaissance qu'une vie avait existé et s'était terminée. Les semaines suivantes ont été étranges. Sans la haine comme moteur, j'ai dû redécouvrir ce qui me motivait vraiment. L'entreprise était importante, mais ce n'était plus tout. J'ai commencé à déléguer davantage, à faire confiance à mon équipe. J'ai aussi commencé à vraiment connaître Tyrell. Nous déjeunions toujours, mais maintenant nous parlions de l'avenir plutôt que du passé. Il avait des idées brillantes pour l'entreprise, une vision nouvelle. À 32 ans, je l'ai promu directeur de conception. « Tu ne fais pas ça parce que je suis ton frère ?» m'avait-il demandé. Si je faisais ça à cause de ça, je t'aurais promu il y a 2 ans. Non, tu as mérité cette position. Mais le changement le plus profond était personnel. J'ai commencé à avoir une thérapeute. Docteur Williams, une femme dans la soixantaine qui ne tolérait aucune connerie. Vous avez passé 15 ans à construire un empire pour prouver à votre père que vous valiez quelque chose, m'avait-elle dit lors d'une session. Mais il est mort. Qui essayez-vous d'impressionner maintenant? Moi-même. Et est-ce que vous êtes impressionné? La question m'a arrêté net. L'étais-je? J'avais de l'argent, du pouvoir, du succès. Mais étais-je fier de qui j'étais devenu? Parfois. Mais souvent, je me sens juste vide. Parce que vous avez construit votre identité autour d'un traumatisme. Vous étiez la fille qui a été vendue. La survivante. La vengeresse. Qui êtes-vous maintenant que ce chapitre est terminé? Je ne sais pas. Alors c'est ce que nous allons découvrir ensemble. À 33 ans, j'ai commencé à reconstruire ma vie. Pas mon entreprise, celle-là prospérait. Mais ma vie personnelle. J'ai rejoint un club de lecture. J'ai pris des cours de peinture. J'ai même essayé les rencontres en ligne, avec des résultats catastrophiques mais hilarants. Tu es vraiment mauvaise à ça, m'avait dit Rosa en riant après avoir entendu mes histoires désastreuses de Tinder. Je sais. Comment les gens font ça? Ils ne traitent pas ça comme une négociation commerciale. Mais c'est une négociation. 2 parties essayant de déterminer si elles sont compatibles. Rosa avait secoué la tête. C'est pour ça que tu es célibataire. Mais elle avait raison. J'approchais les relations comme j'approchais les affaires, avec stratégie, analyse, méfiance. Il m'a fallu des mois de thérapie pour comprendre que l'intimité nécessitait de la vulnérabilité, pas du contrôle. Ma première vraie relation a commencé de façon inattendue. Daniel était entrepreneur, spécialisé dans les énergies renouvelables. Nous nous sommes rencontrés lors d'une conférence sur la construction durable. Il m'a abordé au bar. « Vous êtes Camara Johnson. J'ai lu des articles sur vous. Impressionnant. Merci. Mais pas aussi impressionnant que ce que vous avez fait avec vos ateliers textiles. Le modèle éthique que vous avez implémenté a inspiré ma propre entreprise. Nous avons parlé pendant 3 heures. Pas de jeu, pas de séduction. Juste 2 personnes passionnées par le fait de construire des entreprises qui faisaient une différence. Notre première date était un dîner dans un petit restaurant éthiopien de Brooklyn. Daniel était différent des hommes que j'avais rencontrés. Il me posait des questions et écoutait vraiment les réponses. Il parlait de ses échecs avec autant de facilité que de ses succès. Il était vulnérable sans être faible. Au 3e rendez-vous, je lui ai raconté mon histoire. Toute. La vente. Marcus. Mon père. Tout. Il a écouté sans m'interrompre. Puis il a pris ma main. Merci de me faire confiance avec ça. Tu n'es pas horrifié. Je suis horrifié par ce qui t'est arrivé. Mais admiratif de qui tu es devenu. Ce sont 2 choses différentes. C'était la réponse parfaite. À 35 ans, j'avais enfin une vie équilibrée. L'entreprise valait maintenant 120 millions de dollars. Tyrell était mon directeur opérationnel, Rosa ma CFO.
J'avais une équipe en qui j'avais confiance, ce qui me permettait de travailler 50 heures par semaine au lieu de 80. Daniel et moi vivions ensemble dans un loft de Tribeca. Nous parlions mariage, peut-être des enfants un jour. L'idée me terrifiait encore, mais d'une bonne façon. J'avais aussi créé une fondation. Renaissance Second Chance offrait des bourses et de la formation professionnelle aux jeunes femmes qui avaient échappé au trafic humain. C'était ma façon de transformer mon trauma en quelque chose de constructif. Rosa dirigeait la fondation avec la même passion qu'elle avait mise dans l'entreprise textile. « Tu changes des vies, Mija », me disait-elle. Vraiment. Mais le moment le plus significatif est venu un mardi ordinaire en octobre. Je visitais l'un de nos centres de formation à Queens quand j'ai reconnu un visage. Une femme dans la quarantaine, marquée mais souriante, aidant une jeune fille avec une machine à coudre. Maria. L'une des femmes qui travaillait dans les ateliers de Marcus il y a des années. Camara. C'est vraiment toi? Nous nous sommes embrassés. Maria, qu'est-ce que tu fais ici? Je travaille pour ta fondation depuis 6 mois. J'enseigne la couture aux nouvelles filles. Quand j'ai vu que c'était ton organisation, je n'arrivais pas à y croire. Comment vas-tu? Bien. Vraiment bien. J'ai 3 petits-enfants maintenant. Je suis citoyenne depuis 10 ans. Et je travaille ici parce que je veux aider d'autres filles comme nous l'étions. Nous avons passé l'heure suivante à parler, à nous souvenir. Maria m'a raconté ce qui était arrivé après que j'avais repris les ateliers. Comment la légalisation de son statut avait changé sa vie. Comment l'augmentation de salaire lui avait permis d'envoyer de l'argent à sa famille au Salvador. Tu nous as sauvés, Camara. Pas juste moi, mais toutes. Tu aurais pu continuer comme Marcus, exploiter notre situation. Mais tu as choisi différemment. Je ne pouvais pas faire autrement. J'avais vécu cette exploitation. Justement, beaucoup de gens qui souffrent infligent ensuite la même souffrance aux autres. Mais toi, tu as transformé ta douleur en compassion. C'est rare. Ces mots m'ont accompagné pendant des jours. Avais-je vraiment transformé ma douleur en compassion? Ou avais-je simplement trouvé un autre chemin vers le pouvoir? La réponse, je l'ai réalisée, était les deux. Et c'était correct. 1 an plus tard, j'étais sur la scène d'une conférence TEDx. De survivante à leader, transformer le trauma en impact positif. Mon discours commençait simplement. J'avais 15 ans quand mon père m'a vendu pour $20 000. Le silence dans la salle était absolu. Aujourd'hui, à 36 ans, je dirige une entreprise de 150 millions de dollars. Je ne vous raconte pas cette histoire pour vous choquer ou pour vous inspirer avec un conte de fées de Rag tout riche. Je vous la raconte parce que la vérité sur la survie n'est jamais simple. J'ai parlé pendant 18 minutes. De Marcus. De mon père. De la haine qui m'avait motivé et de la manière dont j'avais finalement appris à la lâcher. Des femmes que j'avais rencontrées et qui m'avaient aidé à comprendre que le pouvoir sans but était vide. Le succès n'efface pas le trauma, ai-je conclu. Mais il vous donne les ressources pour le transformer. Pour aider les autres. Pour construire quelque chose de significatif. Mon père pensait qu'en me vendant, il détruisait mon avenir. Au lieu de ça, il m'a forcé à en construire un nouveau. Et ce nouveau futur a touché des centaines de vies. Donc oui, j'ai construit un empire pour prouver que j'avais de la valeur. Mais maintenant, je le maintiens pour prouver que le trauma ne définit pas le destin. L'ovation debout a duré 3 minutes. Mais ce qui comptait vraiment, c'étaient les messages que j'ai reçus les semaines suivantes. Des centaines de femmes partageant leurs histoires. Me remerciant d'avoir parlé. Me demandant de l'aide. J'ai répondu à chacune d'entre elles. Aujourd'hui, j'ai 37 ans. Ma vie n'est pas parfaite. Je vois toujours ma thérapeute chaque semaine. J'ai encore des cauchemars occasionnels. Certaines cicatrices ne guérissent jamais complètement. Mais c'est ma vie. Construite par moi, pour moi. L'entreprise prospère. Tyrell et moi avons lancé une nouvelle division axée sur le logement abordable. Rosa a pris sa retraite, mais siège toujours au conseil d'administration. Daniel m'a demandé en mariage le mois dernier. J'ai dit oui. La fondation a aidé plus de 2000 femmes depuis sa création. Nous ouvrons un nouveau centre à Newark l'année prochaine. Et mon père? Je pense encore à lui. Pas avec haine, pas avec pardon. Avec quelque chose de plus complexe. Reconnaissance peut-être. Il a façonné ma vie de la pire façon possible, mais cette forme m'a rendu qui je suis. Je ne le remercierai jamais. Mais je ne le maudirai plus non plus. Parfois, tard le soir, je regarde par la fenêtre de mon bureau au 23e étage et je pense à la fille de 15 ans dans cette cave humide. Je lui parle silencieusement. Tu as survécu. Tu as plus que survécu. Tu as triomphé. Et peut-être que c'est la vraie victoire.
Non pas d'avoir détruit ceux qui m'ont fait du mal, mais d'avoir refusé de les laisser me détruire. Ma vengeance n'était pas de racheter l'entreprise de mon père. Ma vengeance était de devenir quelqu'un qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Quelqu'un de libre.